Jean-Luc Mélenchon a-t-il eu raison de laisser éclater sa colère? On sait qu'une partie des Français le jugent justement trop agressif, même s'il est considéré comme le premier opposant au chef de l'État. Patrick Le Yarrick. Moi, je crois que l'extrait que vous passez n'est pas représentatif de l'ensemble de l'émission. Vous avez choisi... il y a eu plusieurs séquences où il était très offensif. Vous choisissez effectivement un extrait où je n'aurais pas réagi comme ça. Je crois qu'il faut d'abord respecter Madame Debré, qui connaît bien la situation, que d'autre part, la situation au Venezuela, elle est un peu plus complexe et compliquée que... ce qui est dit souvent de part et d'autre. Il faut savoir reconnaître à la fois les obstacles que connaît aujourd'hui ce pays, les incursions dont il est l'objet, les pressions dont il est l'objet, et puis aussi des difficultés internes de gestion. Mais sur la forme, lié pour une part à la diminution des prix du pétrole. Mais non, ce n'est pas une bonne chose qu'il ait réagi de cette façon. Pour Dominique Jamais. Jean-Luc Mélenchon était très en forme hier. Pour ceux qui pensaient qu'il était dépressif, il leur a apporté à plusieurs reprises un démenti spectaculaire. Jean-Luc Mélenchon joue sur tous les registres. Il est très fort. C'est un homme politique, c'est un chef de parti, c'est quelqu'un qui compte dans le paysage politique français. C'est aussi un comédien consommé, un battleur. C'est aussi un fort en gueule qui ne supporte pas qu'on le mette en cause. Hier, il s'est mis en colère, en rage, à plusieurs reprises, contre tel ou tel, contre Laurence Debré, qui n'en pouvait mais, contre le pauvre François Langlais, qui est l'homme le plus courtois du monde, et qu'il traite comme un rien, pour être poli. C'est son choix. On peut aimer cela. Les débats avec lui ne sont pas ennuyeux, ça c'est certain. Mais est-ce une bonne stratégie pour l'opinion publique, pour les Français? C'est le signe qu'il ne changera plus. Il joue là-dessus. Il est incapable d'être raisonnable longtemps. Il peut être charmeur, il peut être souriant. On croit que l'orage est passé, puis paf, je m'en vais, vous êtes odieux, ferme ta gueule, petit bonhomme, etc. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Alors sur le long terme, il s'est fait du tort et il continue à se faire du tort. Car si intelligent, si construit qu'il soit, c'est quelqu'un de tout simplement infréquentable, ça c'est une chose, imprévisible, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas montre d'un sang-froid correspondant aux fonctions qu'il a briguées. Est-ce que ça lui a coûté la présidentielle et est-ce que ça peut lui coûter une éventuelle prochaine candidature à l'élection présidentielle? Je pense que ça n'a pas été une bonne chose pour lui dans le cadre de la campagne présidentielle. Il y a des gens qui aiment cela, il y en a qui l'aime moins, mais il n'a pas montré le tempérament, les qualités de tempérance que l'on attend d'un chef d'État. Et puis aux dernières nouvelles, à moins que ça change d'ici les prochaines, Jean-Luc Mélenchon a fait savoir qu'il n'était plus candidat à rien, ça tombe bien. Est-ce qu'il faut faire preuve d'autant de radicalité pour se faire entendre? Il y a deux choses, il y a la radicalité et il y a le ton sur lequel on donne son opinion. Sur le ton? Sur le ton, il faut regarder des deux côtés. C'est-à-dire, il y a un système médiatique quand même qui ne fait pas beaucoup de cadeaux aux idées alternatives. Et quand quelqu'un est porteur des idées alternatives se présente sur un plateau de télévision, comme c'est souvent le cas pour notre côté et pour Jean-Luc Mélenchon, l'angle vise toujours à une tentative de discréditation ou bien à prendre le petit bout de la lorgnette alors qu'il y a de grandes questions. La question du Venezuela est très importante. Mais on peut être radical dans le discours et pas forcément sur la forme. Bien sûr, mais chacun a son tempérament, chacun est comme il est, ça ne se change pas. Mais l'idée c'est, est-ce qu'il n'y a pas le risque pour Jean-Luc Mélenchon de s'enfermer justement dans ce rôle d'opposant très virulent et de ne pas paraître crédible pour occuper les habits de président? Ça, je ne sais pas. Je ne crois pas de toute façon qu'on puisse gagner une élection présidentielle sans rassembler, sans reconnaître ceux qu'il a considérés comme ses anciens amis et qui l'ont quand même placé sur les fonds baptismaux. Et donc,
pour créer un rassemblement au-delà de 50%, il faut parler un peu avec tout le monde et moi c'est ça qui me préoccupe le plus en ce moment. La radicalité, c'est justement l'angle d'attaque choisi par Christophe Castaner qui a débattu avec Jean-Luc Mélenchon hier soir. Autre talon d'Achille de Jean-Luc Mélenchon selon le nouveau patron de La République En Marche, l'ambiguïté selon lui d'une partie de la France insoumise vis-à-vis de l'islam radical. Qu'il n'y a pas de ligne qui domine aujourd'hui, qu'il y a une ligne, celle des indigènes de la République, une partie de ses troupes qui ont fait sa campagne, qui ont voté pour lui, qui aujourd'hui accompagnent une forme de radicalité dans la pensée par rapport à la religion. Et puis, il y a sa vraie laïcité, sa laïcité historique que je lui reconnais, mais il a perdu pied sur ce sujet. Jean-Luc Mélenchon a-t-il perdu pied sur les questions de laïcité ? Il était manifestement embarrassé. C'est lié, de toute évidence, à la composition même, à l'heure actuelle, du groupe parlementaire et des sympathisants, des militants de la France insoumise, où il y a un peu de tout, y compris d'ailleurs des gens qui sont démocrates, mais d'autres qui ne le sont pas, des gens qui sont laïcs et d'autres qui ne le sont pas. Et Jean-Luc Mélenchon s'est placé lui-même dans une position assez difficile à tenir, tantôt chef, tantôt copain. Il a dit l'autre jour qu'il n'était plus chef que du groupe parlementaire et que chez lui, c'était un espace à la France insoumise, un espace de liberté et de diversité. Bien. Et il s'interdit, pour des raisons clientélistes, électorales certainement, par amitié aussi, pour garder son groupe autour de lui, il s'interdit de juger des gens qui mériteraient non seulement d'être jugés, mais d'être condamnés. En d'autres termes, il traîne comme des boulets, politiquement, hein. Il traîne comme des boulets quelqu'un comme Daniel Obono qui ne cesse de s'inscrire dans des positions, sur des positions radicales, à l'occasion anti-française, à l'occasion pas loin d'être islamophile, islamistophile, etc. François Ruffin qui est quelqu'un d'incontrôlable et de rebelle à toute discipline. Et Jean-Luc Mélenchon s'est mis dans la position de ne jamais les désavouer. Donc pourquoi il n'y a pas de recadrage selon vous ? Et en même temps, parce qu'il veut garder tout son monde. Il veut garder tout son monde. Alors il passe... et il était assez empêtré dans quelque chose de contradictoire, il passe d'une affirmation péremptoire et violente dans son style du genre « nous ferons une guerre impitoyable aux islamistes », là on se dit « tiens, il parle le langage de tout le monde », à la défense de quelqu'un qui pourtant, à force d'être antiraciste, a fini par donner dans un racisme anti-blanc qui n'est pas plus respectable que le racisme anti-noir, anti-jaune ou anti ce que vous voulez. Et il essaie de maintenir tout le monde attaché et il tangue tout simplement, et ça lui est arrivé à plusieurs reprises hier, et notamment sur la question de l'islam et de l'islamisme, et on voit bien à quel point il est embarrassé lorsqu'il prétend qu'il reste l'homme qui a fait les adieux qu'il a fait à Charb, victime du terrorisme djihadiste, et qu'il interdit péremptoirement à qui que ce soit, il a été odieux non seulement avec François Langlais, mais également avec le pauvre Philippe Val, et il interdit que l'on se réclame de Charlie, et il n'est pas loin, parce qu'il faut ménager Mediapart également, d'approuver Mediapart qui prétend que Charlie a déclaré la guerre aux musulmans, alors qu'il me semble que ce sont les islamistes qui lui ont déclaré et fait la guerre. Sur cette ambiguïté vis-à-vis de l'islam, Patrick Le Yarrick, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est pénalisé par certains membres de la France insoumise qui ont pu tenir un discours jugé complaisant envers l'islam radical ? Qu'il soit pénalisé vraisemblablement, mais on ne peut pas mettre en cause l'attachement de Jean-Luc Mélenchon au principe de la laïcité et à la laïcité. L'ossature de son parti de départ, c'est-à-dire le parti de gauche, sont des gens qui sont dans la tradition de Briand, de Jean Jaurès et de la laïcité de la République Son discours française. à lui, il est très clair, mais vous comprenez qu'il peut être parasité par les déclarations de députés de la France insoumise. C'est bien possible. D'ailleurs, il a dit hier soir qu'il n'était pas d'accord avec un certain nombre de choses que disait Daniel Obono. Par conséquent, on ne peut pas lui faire le grief après que... C'était un recadrage suffisant pour vous? Je ne sais pas. Moi, personnellement, ça ne me regarde pas tellement. Ce que je crois, c'est que le débat public doit être un débat public sans concession sur ces enjeux-là et un débat public respectueux des uns
et des autres. Moi, je ne partage pas non plus les thèses de Daniel Obono. Ceci dit, Jean-Luc Mélenchon a dit et qu'il fallait comprendre à cause de ce qu'ils ont vécu, d'une certaine histoire, etc. Moi, je ne crois pas que le débat se situe sur les questions des identités. Moi, je crois que le débat qui se pose dans nos quartiers comme dans les entreprises est un débat qui se pose en termes d'exploiteurs et d'exploités, quelle que soit la couleur de la peau, et que tous ces exploités, il faut les rassembler dans le cadre de la République française, évidemment, et dans le respect de la laïcité. Et est-ce qu'il n'y a pas une part dans ce refus de recadrer très fermement Daniel Obono, eh bien une volonté de ne pas déplaire à un certain électorat plus radicalisé et qui a contribué à l'élire député? Clientélisme, électoralisme, c'est évident. Il y a certaines couches de la population qu'il vise à contenter, à appeler à le rejoindre, c'est clair comme tout. Mais voyez justement, sur ce terrain-là, l'ambiguïté dont quelqu'un d'aussi intelligent que lui ne parvient pas à sortir, lorsqu'il déplore l'envahissement de la sphère politique, de la sphère du débat, par toutes les questions communautaristes et confessionnelles que l'on croyait réglées, on ne peut que l'approuver. Mais lorsqu'il ose mettre en parallèle, comme il l'a fait hier, les offensives terribles qu'apparemment les catholiques, notamment, voire les juifs, mènent contre la laïcité, lorsqu'il ose les comparer à d'autres offensives et ne semble pas prendre en compte le fait que s'exprimer est une chose, que tenir une kalachnikov et tirer en est une autre, il se discrédite. Sur ce point-là, Patrick Luharic, ça vous choque, cette comparaison ? Ce que dit Dominique Jamais est vrai, c'est-à-dire que il y a des gens qui utilisent le nom d'une religion ou la religion elle-même pour, comme il vient de le dire, tenir des kalachnikovs et tuer leurs semblables, mais c'est souvent les musulmans qui sont les plus victimes de ce qui se passe. On l'a encore vu la semaine dernière en Égypte. Par conséquent, il faut être extrêmement clair là-dessus, pas de cadeau là-dessus, pas de recul là-dessus, et créons les conditions d'un vivre ensemble. Mais créer ces conditions d'un vivre ensemble, ça nécessite un certain nombre d'actes sur la scène internationale et dans la politique nationale. Bien justement, sur les conditions du vivre ensemble, souvenez-vous, il y a 3 semaines, des élus, le maire en tête, à Clichy-la-Garenne, manifestaient pour dénoncer les prières de rue. Un compromis avait finalement été trouvé avec un nouveau lieu de culte. Si les prières se sont arrêtées à Clichy, le phénomène, lui, n'a pas disparu. Il est certes ultra minoritaire, mais concerne une 50aine de sites en France. Pour Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, il manque des mosquées. Voilà le problème. Il faut construire 1500 lieux de culte supplémentaires, dit-il dans Le Parisien. Mais les Français, y sont-ils prêts à faire de la place aux musulmans pratiquants? Je vous pose la question parce qu'il y a 3 communes en Auvergne-Rhône-Alpes et qui ont donné leur feu vert à des projets de construction de mosquées, ce qui a suscité la colère des habitants qui se mobilisent contre la construction de ces mosquées. Donc, d'où cette question, est-ce que les Français sont prêts à accepter qu'on construise plus de mosquées en France? Et c'est une question difficile, vous le savez bien. Depuis 1905, l'État français, la République, garantit, c'est la moindre des choses, semble-t-il, la liberté de culte et proclame que chacun peut, dans la sphère privée, de façon privée, pas dans la rue, suivre le culte de son choix. Mais en revanche, l'État s'interdit, ou il est interdit à la République, de financer les cultes. Et on se trouve devant une difficulté majeure parce que si la République se met à financer le culte musulman, elle contrevient à sa propre loi. Et en effet, l'opinion n'y sera majoritairement pas favorable. Faut-il laisser ce financement à des États étrangers? C'est ce qui a été longtemps le cas. Est-ce que l'on essaie de limiter l'influence marocaine ou l'influence turque sur les musulmans qui vivent, croient et prient en France? La solution la plus simple, mais elle n'est peut-être pas toujours envisageable, ce serait que les fidèles eux-mêmes financent leur lieu de culte et que les municipalités
les départements ou les régions ne multiplient pas les entraves. Ça, c'est la question du financement. Mais là, par exemple, dans le cas des communes en Auvergne-Rhône-Alpes, les communes ont donné leur feu vert pour que les mosquées soient construites. Et là, ce sont les habitants. J'entends bien. Et donc, à l'heure actuelle, compte tenu des circonstances que l'on connaît, par une assimilation malvenue et tout à fait fausse entre musulmans, islam et islamistes, il y a un certain nombre de Français, il y a un trop grand nombre de Français qui n'acceptent pas l'idée que l'on puisse, si l'on est musulman, avoir des lieux où l'on prie. Bon, mais évidemment, cela s'inscrit et dans le contexte du djihadisme et dans un contexte, comment dirais-je, qui n'est pas exempt de difficultés encore plus grande que celle que nous connaissons à venir, puisque j'ai été frappé, comme vous peut-être, par cette étude qui établit qu'à l'heure actuelle, les musulmans constitueraient environ 8% de la population française et que d'ici à 25 ans, ils en constitueraient 14 ou 16%. La France, pays des cathédrales et des églises, deviendra-t-elle le pays des mosquées? Ça pose un sacré problème. Il faut du courage politique pour construire plus de mosquées. Oui, mais de toute façon, il manque, je crois, à peu près 1500 lieux de culte en France, donc il faudra bien y répondre. En général, les élus prennent leurs responsabilités. Il peut y avoir de ci, de là un certain nombre de crispations. Vous en citez 3, mais peu à peu, par une connaissance mutuelle, par la rencontre mutuelle, en général, ceci est accepté. Mais c'est vrai que peut exister ce que Dominique Jamais a montré tout à l'heure, dans la période présente, une sorte d'amalgame entre le fait de pratiquer sa religion et des mouvements djihadistes extrêmement dangereux. Ceci peut exister. Mais je crois que c'est le débat... C'est minoritaire. Comment ? C'est ce qui s'est Oui, je crois que c'est minoritaire. On a intérêt beaucoup plus dans les villages comme dans les quartiers à organiser le débat, la connaissance mutuelle des cultures différentes et des cultes différents, de telle sorte que les gens puissent se parler et faire société ensemble. Alors, une image rapide, il nous reste 50 secondes. Ils sont tous les deux jeunes, dynamiques, successful, comme on dit aux États-Unis, et veulent défendre un nouveau monde. L'un a soutenu l'autre à la présidentielle. Pour la première fois, Emmanuel Macron recevra Barack Obama pour un déjeuner privé à l'Élysée. C'est un bon coup de com' de s'afficher avec Barack Obama, qui a une très forte cote de popularité. Il est évident que ces deux hommes ont des choses à se dire, que leur univers leur est plus commun que celui de M. Macron et celui de M. Trump. Mais, comme vous avez vu, cela se fait sinon en catimini, du moins avec une relative discrétion, car le président d'exercice des États-Unis, ça n'est plus Obama. Il y a un petit décalage historique, c'est M. Trump. Mais voilà des gens qui auront sûrement plaisir à se rencontrer et des choses à se dire. Un mot, Patrick Luyarik ? Oui, c'est peut-être un coup de communication, mais il faut que les gens se parlent. S'ils aborde les grandes questions auxquelles est confronté le monde, la guerre, la paix, le reflux du terrorisme, l'accueil des réfugiés et des migrants, le développement de l'Afrique, autrement que le sommet Union européenne-Afrique. S'ils débattent de ça et si ça aide nos concitoyens à se mobiliser pour des options progressistes, je suis pour. À eux d'en faire plus que de la com'. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.